Bonjour mes amis. Lorsque l'on s'engage sur la voie vers l'éveil, on peut parfois être un peu perdu par la pléthore d'informations, d'enseignements qui parfois peuvent même paraître contradictoires. Donc il est important d'avoir une sorte de vision claire de l'image générale du chemin. C'est une compréhension, ce n'est pas une réalisation pour commencer, mais d'avoir une image claire de ce chemin de façon à pouvoir recadrer les moments de notre chemin, les moments de notre étude, de notre réflexion, des expériences éventuellement qui s'élèvent. Donc les textes classiques divisent par exemple ce chemin spirituel en un point de départ, ce qu'on appelle la base, qui est souvent aussi une vue que l'on va bien maîtriser, une vue à propos de la réalité. Ensuite, on met en application cela par l'étude, la réflexion, la méditation. On commence à avoir un certain nombre d'expériences fugaces qui s'élèvent, qui disparaissent, etc. Mais progressivement, elles s'affermissent. Et puis, la troisième partie, ce sera le fruit, l'éveil complet, avec les qualités inhérentes à cet état de réalisation. Alors le troisième Karmapa, Rangjung Dorje, nous explique dans la prière du Mahamudra que la base, le point de départ, c'est l'esprit. Et qu'il faut bien comprendre cet esprit à la fois en son essence et en sa capacité de produire et connaître toute forme de manifestation. Et donc là, ce que l'on arrive à comprendre progressivement par l'étude et la réflexion, c'est l'articulation, si vous voulez, des deux niveaux de réalité. Le fait que des choses se manifestent, mais au même temps, le fait qu'elles soient dépourvues de toute existence substantielle, réelle, autonome, qu'elles n'apparaissent en fait que par un faisceau, un réseau de causes et conditions interdépendantes. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Alors, une fois qu'on a bien compris l'articulation des deux vérités, relatives et absolues, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, où les choses nous apparaissent avec tellement de clarté et de force que l'on arrive à croire qu'elles sont réelles. Réelles en le sens qu'elles ont une existence substantielle et permanente. Quand on regarde tous les phénomènes, c'était un peu le sens de ce que le Karmapa nous enseignait, dont je vais parler au cours de la dernière vidéo. On voit que tout est en constant mouvement, qu'il y a un changement, qu'il y a une impermanence. Et lorsqu'on commence à vraiment voir l'impermanence, le changement, on voit que les choses finalement s'articulent, qu'elles fonctionnent en une sorte de synergie, qu'elles apparaissent simplement et n'existent simplement qu'en relation à d'autres choses qui elles-mêmes n'apparaissent et ne s'élèvent qu'en relation à d'autres choses. Et donc on commence à voir un petit peu la trame de la solidité de nos perceptions, s'alléger, s'aérer en quelque sorte, et on commence à voir au travers de la manifestation ce que pourrait être la vérité absolue. Donc tout d'abord, on va essayer de bien comprendre cela, alors toute une série d'études, mais aussi, très important, la contemplation. S'asseoir, prendre un moment et regarder un objet, un phénomène, une fleur, etc. Essayer de comprendre un peu l'histoire de ce phénomène. Comment est-ce qu'il apparaît à nos sens, comment nous faisons partie de cet ensemble. Nous ne sommes pas en quelque sorte un témoin extérieur à l'expérience, nous sommes dans l'expérience, nous sommes l'expérience, nous sommes une partie de cette manifestation et on va continuer à approfondir cela par la méditation, après bien sûr les étapes nécessaires du calme mental pour affûter l'attention, la vigilance. La vision pénétrante nous permettra de questionner l'objet, la pensée qui connaît ou l'esprit connaissant, et puis la relation entre les deux, jusqu'à ce que les voiles ou les certitudes habituelles de la dualité commencent un peu à se distendre et on commence à voir un petit peu au travers des choses. Donc le chemin, puisque là on parlait de la base, une bonne compréhension des deux vérités, le chemin ça va être en fait l'accumulation des provisions vers l'éveil. Les provisions vers l'éveil sont d'un côté la force motrice qui vient au travers de l'action engagée, positive, altruiste, éthique, au travers de la générosité, l'éthique, la patience, la générosité de l'effort, de la joie dans l'effort,
Et puis aussi une sorte de, comment dire, de stabilité mentale qui commence à se mettre en place. Les choses ne sont plus agitées ou troublées, elles commencent à être beaucoup plus en place, beaucoup plus stables. Donc cette accumulation dite de mérite, d'énergie motrice, hein, ce qui va faire que le chemin comment dire, se déroule devant nous harmonieusement, va porter la deuxième forme d'accumulation, en quelque sorte, de ce que l'on doit regrouper, que l'on doit cultiver, qui est la sagesse. Alors la sagesse, elle va se développer en trois étapes. Une première, ça va être la conscience, avoir une conscience de plus en plus vive. Puis ça va être peut-être ce qu'on appelle la vision pénétrante, vipassana, voir les choses telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire on revient là à la base qui était l'union des deux aspects de la vérité, relative et absolue. Et puis progressivement l'expérience qui va s'élever, qui sera bien sûr une expérience indicible, ineffable, au-delà des mots, qui sera vraiment celle de l'expérience méditative, et l'expérience méditative seule. L'intellection finalement ne fonctionne pas dans ce cadre-là. Et donc par l'accumulation de ces deux provisions, le mérite et la sagesse, eh bien progressivement, d'une part les voiles qui couvrent l'esprit, les voiles des émotions affligées, le voile de la distorsion cognitive, le fait que tout est perçu toujours dans un cadre dualiste, vont commencer à se déliter, et puis, une fois que les voiles disparaissent, ce qui est devient de plus en plus évident, devient une sorte de, comment dire, d'expérience de plus en plus stable dans notre esprit. Et dans l'accumulation de mérite, il y a déjà, comment dire, la présence de ce qui pourrait être, dans la troisième phase, celle du fruit, du plein éveil, le bienfait d'autrui, l'activité éveillée pour le bienfait des êtres. Hein, je continuerai l'explication du troisième point, pour montrer que l'activité pour le bienfait d'autrui peut se développer sous 4 modalités. Alors il y a une première modalité qui est celle qui va pacifier la souffrance, la colère, la confusion mentale. Il y a un aspect qui va enrichir, là où il y a un doute, là où il y a une incertitude, où l'esprit n'est pas calme et posé, parce qu'il manque, parce qu'il n'y a pas ce qui serait nécessaire, l'activité éveillée va l'apporter. Il y a ensuite un aspect de l'activité éveillée qui va, comment dire, rassembler, regrouper, attirer. Il y a un aspect finalement magnétique presque dans cette activité. Et puis il y a un quatrième aspect de l'activité d'un être éveillé, qui est une activité forte et puissante qui permet d'arrêter, de subjuguer, de contrôler lorsque l'esprit des êtres n'est plus en possession de ses moyens, lorsque les êtres sont débordés, se noient dans la tourmente émotionnelle qui les submerge. Donc, dans notre relation, c'était une des questions qui me sont venues, dans notre relation à l'autre, dans le moment du chemin où on accumule le mérite, eh bien, on va pouvoir commencer à voir ces 4 activités. On voit que parfois, on a besoin d'apaiser la situation, alors tant en soi-même qu'avec l'autre. Parfois, on a besoin d'enrichir la situation, apporter une sorte de sécurité, ne serait-ce que matérielle, la nourriture, un refuge, etc. Et puis, on voit qu'on a besoin aussi de fédérer, de donner le sentiment aux gens qu'ils ne sont pas seuls, qui font partie d'un mouvement, d'un élan qui va les soutenir, et ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, abandonnés. Et donc, on attire, ou on amène vers soi, et donc on le fait ressortir chez l'autre, toutes les qualités d'intelligence, de bienveillance, etc. Et puis de temps en temps, eh bien, effectivement, dans la relation à l'autre, les parents le savent très bien avec les enfants, il y a un moment où il faut tracer des limites, il faut dire voilà, non, on ne va pas plus loin que ça, tu as un point de vue, c'est le tien, à mon sens il n'est pas correct, et en tout cas je ne vais pas nourrir cette tendance,
en abondant dans ton sens. Donc, on ne devient pas une sorte de, comment dire, d'habilitateur ou de facilitateur des schémas émotionnels d'autrui. Donc on va commencer à faire ça, et bien sûr, puisqu'on est encore sur le chemin, ce sera toujours dans le cadre d'une perception dualiste, il y a toujours un je qui fait cette action, mais ce je va commencer à agir de façon altruiste, et non plus de façon égocentrée. Donc il y a une transformation là, importante. Et progressivement, on va comprendre par le travail méditatif, donc l'accumulation de sagesse, que tout ce qui se manifeste apparaît, ça c'est indéniable, mais il est dénué d'une sorte d'existence propre, autonome, indépendante, permanente. Tout est en mouvement, tout est en interaction, tout est très fluide comme ça et n'a pas de solidité sous-jacente en fait. Et donc cela, loin de nous couper de l'élan altruiste, va en fait renforcer notre élan altruiste. Lorsque l'on arrive aux limites de ce qui est possible, là où on se sent dépassé par ce qui est du ressort du possible et qui est pour l'instant de l'impossible, au lieu de développer une forme de colère, une forme d'amertume et de rejet, eh bien on développe une forme de conscience plus profonde de la situation en se disant oui, tout cela apparaît, mais ce n'est pas réel. L'un n'excluant pas l'autre, ce n'est pas parce que ce n'est pas réel que cela n'apparaît pas. Pour paraphraser Nagarjuna, parce que rien n'a d'essence propre, tout est possible. Parce que tout se manifeste, on peut voir donc dans la manifestation l'impermanence, le changement, l'interaction, la production interdépendante, et donc on peut voir que rien n'a d'existence propre. Ces deux vont se nourrir, et c'est ce qu'on appelle donc la convergence du mérite et de la sagesse. Ça, c'est le chemin. Par des phases d'action en relation à l'autre, par des phases de méditation au travers du calme mental et progressivement de la vision pénétrante. Alors, au terme de ce chemin spirituel arrive le fruit, et le fruit se décrit, selon le troisième karmapa toujours, comme étant l'union des deux bienfaits. Alors, dans le fruit, il y a un bienfait personnel qui est finalement l'aboutissement du chemin de sagesse, qui va être la libération, la cessation de la confusion, la libération personnelle. Mais, indissociablement lié, il y a aussi le fruit qui est le bienfait d'autrui. Et ça, c'est l'aboutissement du chemin des bodhisattvas, de l'idéal du bodhisattva, où l'action altruiste est prévalente. Et ce fruit va se traduire en la capacité d'agir sans conception, c'est-à-dire libre de la structure dualiste, pour le bienfait d'autrui dans une réponse adaptée, précise et libre. Et là, on pourra voir effectivement le déploiement des 4 formes d'activité qui vont se déployer naturellement pour répondre au bienfait d'autrui. Voilà. Lorsque l'on comprend un petit peu d'où on part, où on est, le chemin s'éclaircit et on peut commencer à entrevoir le fruit et le résultat. Voilà, je vous laisse à votre réflexion, à votre méditation, et puis on se retrouvera un petit peu plus tard pour continuer notre discussion. Portez-vous bien. Au revoir, à bientôt.